nous allons donc parler du sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'éloge de la folie. Alors, je suppose que plusieurs personnes parmi vous étaient déjà là l'année dernière. Levez la main pour voir que je me rende compte. Oh, pas tout le monde. Donc, il va falloir redire à certaines choses. Et je vois que dans l'honorable public, il y a des gens de très haute qualité d'érudition. Donc, je vais tâcher d'apporter des choses pas forcément très connues qui pourront enrichir ce que vous connaissez déjà de tout ça. Bien. Alors, l'année dernière, donc, j'étais venu parler des adages parce que je venais de diriger la publication d'un livre énorme. Alors, ici, il y a le petit frère. C'est amusant. Le petit cube rouge, là-haut, que nous venions de publier aux Belles Lettres. C'était grand bouquin. D'ailleurs, dans le fond, c'était un peu comme celui de Diane de Cellier. Mais 5 volumes, cartonnés, gros livre, cher, ça coûtait 425 €, quelque chose comme ça. Œuvre collective, 60 personnes. Œuvre énorme, qui d'ailleurs, même du vivant d'Erasme, était son œuvre. Alors, est-ce que lui-même le considérait comme majeur? Je ne sais pas, mais ses contemporains considéraient que c'était ça, la vraie œuvre majeure. Et pour résumer d'ailleurs ça, parce que vous verrez que ça a un rôle important dans l'éloge de la folie, si on voulait résumer cette affaire des adages, mis à part que c'est un énorme... Alors, nous, on a fait 5 volumes. À l'époque, il y avait un seul volume, mais qui était très gros. C'était un in-folio, donc un très grand bouquin, écrit tout petit sur 2 colonnes, avec du texte. Un truc vraiment... D'ailleurs, livre comme... il a été un des seuls à faire une chose de ce calibre-là. Quelques autres... C'est pas exactement une encyclopédie. Il y a eu d'autres, bien sûr, gros livres avec plein de colonnes et du texte partout, mais celui-là était vraiment très spécial. Alors, pour résumer, les adages... Alors, première édition, il n'y en avait pas encore 4000, il y en avait 2500 environ, mais à la fin de sa vie, il y en avait plus de 4000. Donc, 4000, ce qu'il appelait adage, ce n'est pas exactement ce que nous on appelle adage, c'est des formules. Certains sont des adages, strictement parlant, je ne sais pas, du genre hâte-toi lentement. Mais d'autres sont simplement des mots, des expressions, l'ombre de l'âne, ou bien il n'est pas donné à tout le monde d'aborder à Corinthe. Enfin, 1000 sortes, quelquefois c'est un mot tout seul, un mot grec. Bon. Et ces plus de 4000 formules, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était plus de 4000 formules qu'il avait empruntées, qu'il était allé piquer, ou que ses amis lui avaient fournies, dans la totalité de la littérature antique, grecque et latine, depuis Homère jusqu'aux auteurs byzantins, même du Moyen-Âge. Et qu'il avait mis dans un désordre absolu, alors ça aussi c'est très étrange, absolument en désordre, accompagné chacun de la traduction en latin quand c'était du grec, de la mention de l'origine, ça vient d'Homère, de Platon, de X, de tel poète, etc. Et surtout de son commentaire qui disait en substance, cette formule, elle est très élégante pour telle raison, et on peut l'utiliser pour métaphoriquement parler de tel sujet, tel sujet. Bon. Donc il voulait fournir à ses contemporains une sorte de trésor de formules, donc de langue finalement, destiné à enrichir, même enrichir c'est idiot, à créer une langue nouvelle qui serait la langue humaniste, donc d'une grande poésie, extrêmement riche en métaphores, pour nourrir tous les discours, le discours du juriste, le discours du médecin, le discours du poète, le discours de tout le monde finalement, même dans la conversation courante. Donc un projet très étrange, cette affaire-là. Grand pari éditorial, gagné, ça a eu un succès énorme, il y a eu 30 éditions de son vivant. Bon. Et on a la preuve, il y a eu un colloque il y a pas quelques jours à Nanterre là-dessus, on a la preuve que tous les humanistes en sont servis, alors puisés là-dedans à Sceaux, et encore longtemps au XVIIe siècle, beaucoup de gens plus ou moins hétérodoxes, Cervantes, on l'a découvert, se puisaient là-dedans. Bon. Bien, donc ça c'était les adages. Il y a des gens qui disent, j'ai un ami qui a été un des traducteurs, qui a annoncé, je ne sais plus où, mais je l'ai lu, ça m'avait frappé, il a dit « Les adages, c'est l'œuvre principale d'Erasme ».
Moi, au début, je n'aurais pas dit ça, mais dans le fond, si vous voulez, toujours pareil, quand on a fait un bouquin, on dit toujours que c'est le plus important. Il est plus important que les autres. Bon. De ce point de vue-là, du point de vue de la création culturelle et philologique et poétique, là oui, sans aucun doute, c'est son œuvre principale. Et c'est certainement une des œuvres principales de toute la Renaissance. Parce qu'il y a eu d'autres, bien sûr, des très grands humanistes italiens et autres, qui ont fait des trouvailles magnifiques, mais personne n'avait trouvé le moyen de mettre cette langue à la disposition du public. Or ça, et chez Erasme, il le dit, il l'explique, il y revient souvent, c'était un de ses soucis. C'était de ne pas travailler pour quelques copains intellectuels en chambre qui s'échangent des jolies formules. « Ah mon cher, sais-tu qu'Héraclite a dit ça ?» Bon, mais il n'y a que 3 personnes qui sont au courant, donc finalement, à quoi ça sert? Moi, je suis d'accord, je pense que ça ne sert à rien. Si c'est uniquement pour faire le club des snobs, bon. Et là, c'était vraiment l'idée que dans les collèges, puisque évidemment, en latin, tout ça, à l'époque, on allait à l'école, on apprenait le latin. Ça ne se discutait même pas. Donc, quiconque pratiquait le latin, avec les adages, avait accès à cette colossale culture païenne antique qui avait disparu d'Europe depuis la fin de l'Empire romain. Bon. Ça, petit résumé du chapitre précédent. Maintenant, l'éloge de la folie. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Je vais parler de 2 choses. Du livre lui-même, disons tel qu'il a été produit à l'époque, et puis du livre tel qu'il est là sur la table du libraire. Parce que ce n'est pas exactement la même chose. Et il y a certaines différences qui demandent à être expliquées. Alors, l'éloge de la folie, chose très, très amusante. Enfin, moi, je m'en suis aperçu en le faisant. Pendant qu'on travaillait aux adages, au bout de plusieurs années, de les avoir tournés dans tous les sens, traduits, corrigés, en fait, moi, je me demandais tout le temps, mais à quoi ça sert ce bouquin? Bon, d'accord, c'est excitant, c'est plaisant, c'est original, mais qu'est-ce qu'il a fait de ça lui-même, Erasme? Et tout d'un coup, j'ai eu l'illumination, enfin l'illumination. Ça crève les yeux. Alors, tout le monde le sait, enfin comment dire. D'autres que moi et que nous les avaient lus avant, les ont manipulés. Mais ça, évidemment, après, ça saute aux yeux. Erasme a composé ces fameux adages en Italie, dans des conditions très spéciales, puisqu'il y avait le seul imprimeur capable de faire ça à Venise. Puis, à l'époque, il vivait en Angleterre, Erasme. Il a vécu une quinzaine d'années en Angleterre. Et quand il a eu fini les adages à Venise, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est rentré en Angleterre. Donc, il est monté à cheval, et puis il a refait la route en sens inverse. Et en Angleterre, il a fait beaucoup de choses, mais il a surtout fait une chose, il a composé un tout petit bouquin. Alors, autant les adages sont énormes, l'autre est tout petit, vraiment c'est gros comme un classique Larousse, hein, ou un petit livre de poche. Ça fait, les éditions originales font, Mathias Schurer en a fait une, 2 même, enfin, et puis après ça, il en a fait l'autre, ça fait, moi je dirais, ça fait 50-60 pages. C'est vraiment tout, et puis des pages, des petites pages, hein, c'est pas... Bon, donc, après cet énorme trésor, le voilà qui fabrique le tout petit. Après la montagne, il fabrique la souris. Et il le publie, alors pas immédiatement, les adages, il les avait publiés en 1508, l'éloge de la folie est paru en 1511, donc 3 ans après, à Paris. Et, alors, nous, évidemment, vu de maintenant, les contemporains, évidemment, l'ont vu, ça crevait tellement les yeux. L'éloge de la folie, c'est la mise en application des adages. Tout ce qu'il explique, parce que dans les adages, il y en a dans tous les sens, sur comment écrire, sur la poésie, sur la métaphore, sur l'association d'idées, sur la satire, sur tout ça. Alors il en parle dans tous les coins. Et c'est vrai qu'on a envie de lui dire, bon, t'es bien gentil avec tout ça, mais qu'est-ce que ça donne? Fais-nous voir une démonstration. L'éloge de la folie, c'est la démonstration. Et alors, il était quand même assez doué, parce qu'il a fait un coup, et c'était le coup absolu, parce que ça a eu un succès immédiat, européen, qui ne s'est pas démenti jusqu'à aujourd'hui. Puisque, la preuve, vous demandez à quelqu'un dans la rue, Erasme, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? En général, les gens ne savent pas. Quand ils savent, ils vous répondent, il a fait l'éloge de la folie. Tu l'as lu? Rarement. Les gens l'ont rarement lu. Mais ils savent, d'Erasme, on sait qu'il y a l'éloge de la folie. Bon. Et c'est vrai que ça a marqué les contemporains, et encore maintenant, ça reste l'objet. Bon, si vous voulez, Léonard de Vinci a fait la Joconde, Erasme a fait l'éloge de la folie. Bon. Alors, cet éloge de la folie, donc, on va en dire quelques mots, je vais vous en dire quelques mots, donc sur le livre lui-même. Je vais en dire quelques mots.
il suffit de prendre le livre lui-même et on voit tout de suite ce que c'est. Il le dit, il est amusant, c'était un drôle d'auteur, Erasme, parce que, comment dire, il ne faisait pas de mystère. Tout ce qu'il voulait faire, il le racontait. Alors il le racontait de façon très poétique, souvent très amusante, inattendue. Bon, en gros, L'éloge de la folie, je vous ai dit, c'est un tout petit livre qui fait une 50aine de pages. En plus, assez moche. Vous savez, les livres du XVIe siècle, souvent on dit, oui, il y a des beaux frontispices, belles reliures, c'est bon. L'éloge de la folie, on se dit, un livre si célèbre, etc. Sûrement, les premières éditions, ça doit être des très beaux livres. Bon, ben, pas du tout. Madame, je ne sais pas si vous les avez vus en main, y compris les premiers chez Matthias Scheurer, à Strasbourg. Donc les premiers à Paris, on les trouve en ligne maintenant, merci Internet. Franchement, c'est décevant. Vous avez, c'est du texte, c'est du latin. Bon, il n'y a pas de coquille, mais enfin, c'est imprimé, je ne dirais pas à la va-vite, mais enfin, c'est de la production vite fait par l'imprimeur. Bon. Ils ne sont pas donnés beaucoup de mal sur les détails, la mise en page, les petites images. Vous savez, il y a des livres, notamment en Rhénanie, Bâle et tout, avec des très jolis, des petits grotesques dans les coins. Bon, là, rien du tout, c'est du texte, Bon. Alors, c'est du texte comme ça. Alors, pourquoi c'est du texte comme ça? Alors, si, une particularité, paf, au milieu des lignes, un peu dans tous les coins, il y a des mots grecs, comme ça, bruts, au milieu. Alors là, déjà, évidemment, si on l'a manipulé, on dresse l'oreille, comme le roi Midas. Tiens, du grec au milieu du latin, ça, c'est des adages. On regarde ce que c'est. Tiens, curieusement, pratiquement à chaque coup, c'est un adage. D'ailleurs, bon, là, je vais vous en donner un exemple. Moi, il m'a fait rire parce qu'on a tourné autour pendant des années, et c'est il n'y a pas longtemps que tout d'un coup, j'ai réalisé, mais bon. Alors, donc un livre un peu médiocre et petit. D'ailleurs, médiocre, petit, ça va avec. Succès immédiat. Alors après, évidemment, il y en a eu, les imprimeurs se battaient pour l'imprimer. Et alors là, il y a eu des éditions très belles, tout ce qu'on veut. Bon, mais au début, petit livre, moche. Qu'est-ce que ça raconte? Très amusant, lui-même raconte, il explique. Alors, on le croit pas, peut-être qu'il enjolive certaines choses. En gros, il dit ceci. Alors, il le dit dans la préface. À l'époque, les livres, habituellement, les auteurs mettaient des préfaces qui étaient sous forme de lettres. Lettres adressées, alors, en général, adressées à un grand de ce monde, à un prince, à un évêque, et on espérait qu'en échange, l'autre vous enverrait quelques ducats, ou une pension, ou un bénéfice ecclésiastique. Bon. Là, non. Alors, Erasme l'a fait extrêmement souvent. Hein. Il a fait des adresses au pape, à Charles Quint, à François Ier, à tous les têtes couronnées de l'époque, qui lui ont d'ailleurs en général envoyé plus ou moins régulièrement des compensations. Bon. Mais alors là, adressé à Thomas More. Thomas More, personnage très connu. Bon, les gens connaissent, un peu comme Erasme. Bon, qui était Thomas More? Alors, ce n'était pas un grand puissant capable de fournir une pension à Erasme. C'était un ami d'Erasme. C'était vraiment son ami. On a des tas de témoignages dans les deux sens, les lettres de Thomas More. Et Thomas More, c'était donc, pour dire vite, c'était un important personnage de la cour d'Angleterre. Je vous ai dit qu'Erasme a vécu une quinzaine d'années à Londres. Il est arrivé vers 1499. Et tout de suite en arrivant à Londres, bon, passons sur les détails biographiques, il s'est trouvé protégé par des grands nobles de la cour, alors là, des vrais, des gens qui avaient des armées et tout ça, des grands nobles de la cour d'Henri VII, et il a plu, et lui-même se plaisait bien, il y avait des grands intellectuels chez ces nobles, il y avait des archevêques, il y avait vraiment, donc, alors là, des gens, la très haute catégorie. Bon. Et parmi eux, il y avait Thomas More, qui n'était lui pas un noble, mais qui était donc il était d'une bourgeoisie riche, et c'était un juriste, il était magistrat, et c'était un type qui avait la folie de la curiosité philologique et littéraire, qui adorait lire les auteurs latins, les poètes, les auteurs grecs, etc., ainsi qu'un certain nombre d'autres à la cour d'Henri VII. Et Erasme s'est lié avec lui tout de suite. En plus, Thomas More était un personnage assez curieux, au milieu de ces énormes gens vivant de façon quand même... bon, les très grands nobles, c'est... Enfin, je ne sais pas, mais moi, je me sentirais assez mal avec des gens comme ça. Thomas More, il aimait la vie de famille, il avait ses enfants, ses filles, il aimait le week-end dans sa maison de campagne, on faisait de la musique, on chantait, c'était la vie
Alors certains diront, ah oui, Erasme rêvait de la vie de famille qu'il n'a jamais eue et tout, c'est sûrement vrai. Lui, enfant abandonné chez les moines et tout, maltraité, là, c'était un peu le paradis, quoi, chez Thomas More. Bon, et donc, ils passaient et ils étudiaient ensemble, ils ont appris le grec ensemble. Alors là aussi, je vous donne l'anecdote, mais non, c'est terrible, de nouveau, on va être à la fin de l'heure et je n'aurai même pas raconté le sujet. Mais l'anecdote est quand même intéressante. On dit, ils ont appris le grec ensemble. À l'époque, personne ne connaissait le grec au nord des Alpes. Avec Thomas More, alors ils ont réussi à mettre la main, enfin, il y avait quelques hellénistes à Londres. Ils ont mis la main sur quelques manuscrits, sur quelques premières éditions d'Ald en grec. Ils ont appris. Alors eux, ils disent, oh, on a appris, mais vous savez, c'était les rudiments. Alors moi, je veux bien que c'était les rudiments. Que c'eût été les rudiments, excusez-moi, je cause peu académique par moment, mais c'est pour aller plus vite. Ils ont quand même traduit, à eux deux, là-bas à Londres, dans la maison de campagne de More, ils ont traduit une dizaine de petits textes de Lucien, le célèbre satiriste grec, qui a été évidemment le modèle d'Erasme toute sa vie, le modèle de l'éloge de la folie. Et ils ont traduit 2 tragédies d'Euripide. Alors, vous, je ne sais pas, mais débutant en grec, ils l'ont traduit en latin, en vers latin. On va dire, pour des débutants, c'est déjà pas mal. Bon. Mais ça ne leur suffisait pas. Erasme est allé en Italie pour se perfectionner. Il s'est vraiment perfectionné. Bon, bref, donc Thomas More, c'était vraiment un ami de cœur. Donc, revenons à la question. La lettre d'adresse de l'éloge de la folie est adressée à Thomas More. Mon cher Thomas More, mon cher Thomas. Voilà en substance ce qu'il raconte, mais dès le début, ça commence comme ça. Il dit ceci. Mon cher Thomas, il y a quelque temps, alors que je revenais d'Italie en Angleterre, alors nous on sait, donc il revenait de Venise, donc c'est vers 1508, je chevauchais pour rentrer en Angleterre. Logique, il faisait le voyage en groupe, comme on faisait à l'époque. Il y avait des bandits, il y avait des torrents traversés et tout ça. Mais alors voilà, le problème, il est là. Il est le groupe de voyageurs. Parce que d'aller de Venise à Londres, alors maintenant, vous êtes à Venise, vous voulez aller à Londres, vous n'allez même pas, vous prenez votre téléphone portable, tac, tac, billet low cost, et à midi, vous prenez votre avion, et pour 30 €, vous êtes à Londres. Bon. À l'époque, non. À l'époque, c'était 15 jours ou 3 semaines, il fallait traverser des ravins dans les Alpes, descendre le Rhin, traverser la Manche, il y avait des tempêtes, les bateaux coulaient dans la Manche, c'était vraiment des expéditions. Donc on faisait ça en groupe. Et dit Erasme, c'était absolument inhumain, ce groupe. Pourquoi inhumain? Parce que, dit-il, ces gens-là avaient une conversation, et alors il dit un mot grec, il dit, alors les mots sont en latin et c'est à l'ablatif, amoussois, en grec, écrit en grec dans le texte. Alors, détail marrant, c'est le début du texte. C'est un adage, il y a un adage qui s'appelle amoussos. Et qu'est-ce que ça veut dire? Des gens qui ont une conversation amoussois, qui ont des conversations amoussois, même si on n'est pas très fort en grec, moussa, c'est la muse, et moussos, ça veut dire privé de muse. Ça veut dire quoi? Ils avaient une conversation nulle. Mais nulle dans le sens qu'il n'était pas poétique, qu'il n'était pas intellectuel, qu'il n'était pas élevé. De quoi il parlait, j'imagine, du dernier match France-Australie, ou de l'élection de Miss France, ou de trucs comme ça. Bon, et ça, Erasme, ça ne l'intéressait pas. Et il ne supportait donc pas l'idée de... Il le dit, je ne supportais pas l'idée de faire tout le voyage avec ces gens-là. Alors il le dit en quelques mots, mais il le dit, donc c'est bien ça. Et alors, dit-il à Thomas More, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, pour passer le temps, donc il se bouchait les oreilles mentalement, je me plaisais à penser à mes chers amis que j'avais laissés en Angleterre en partant il y a 3 ans, parmi lesquels mon plus cher, toi, Thomas More. Bon, c'est élégant. Et alors là, dit-il, je ne sais quel palace m'a inspiré cette idée. C'est un adage aussi, tiens. Quel palace m'a inspiré? Pallas, il s'agit de la déesse donc Athéna, Minerve, la déesse de la sagesse qui inspire les gens inspirés. Je ne sais quel Pallas m'inspire que, au lieu de perdre bêtement ce temps, si je composais un petit texte littéraire. Je pense à mon ami Thomas More, je vais faire l'éloge de Thomas More.
Ah, c'est élégant. Bon. Si Erasme n'avait fait que ça, on aurait dit, ouais, ça fait partie des innombrables petitesses de circonstances qu'on a composées depuis toujours, sans doute jolies, mais on n'en parlerait pas 500 ans après. Et voilà que la même Pallas, ça tourne dans le cerveau d'Erasme, et Erasme tout d'un coup se dit, mais, Thomas More, mort, qu'est-ce que c'est ce nom? Mort, morus, c'est en latin. Et dites donc, à propos, en grec, ce serait moria. Moria, en grec, ça veut dire la folie. Ah, donc je vais faire l'éloge de Moria, qui est la folie. Et à ce moment-là, immédiatement, alors là, c'est Erasme, tac, tac, association d'idées par opposé, alors d'abord par semblable, puis par opposé. Or, bien sûr, il n'y a rien de plus opposé à la folie que Thomas More, qui est l'homme le plus sage, le plus poétique, le plus tout ce qu'on veut. Donc, en faisant l'éloge de la folie, je ferai l'éloge de Thomas More. Et il va encore plus loin. Ce n'est pas Erasme qui fait l'éloge de la folie. Il avait un esprit quand même vif. Et lui vient l'esprit, alors ça, ce n'est pas lui qui le dit, mais nous, on le voit bien. Il ne fait pas l'éloge de Thomas More par Erasme, ni l'éloge de la folie par Erasme, qui aurait été déjà pas mal. Il fait l'éloge de la folie par elle-même. Moi, la folie, je vais faire mon propre éloge. Et il commence. Bon, c'est d'une finesse et d'une vivacité impressionnante. Et il commence, d'ailleurs, les premiers mots du livre, de l'éloge de la folie, c'est dit texto, en latin, stultitia loquitur. Il le dit bien en début pour qu'il n'y ait pas de doute. Hein. C'est la folie qui parle. Et la folie s'adresse à qui? Aux hommes. Et en substance, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle leur dit, la folie? Elle leur dit, je vais faire mon propre éloge. Et son argumentaire à la folie, c'est de dire, alors, il y a plein d'argumentaires qui se croisent, mais le fil central, c'est, vous les hommes, alors c'est amusant, il le dit, c'est les premiers mots du texte, vous les hommes, je sais ce que vous dites de moi, la folie, on la méprise, etc. Alors, petit détail, là je fais de nouveau une incise, quand on dit la folie, quand Erasme dit la folie, il faut faire très attention, il ne s'agit absolument pas de la folie au sens où nous on le prend, au sens psychiatrique du terme. Ce n'est pas la folie clinique du tout. Il ne dit évidemment pas qu'il faut faire l'éloge de la maladie mentale. Non. Non, c'est la folie au sens, d'ailleurs qu'on a gardé encore en français, faire des folies pour une femme ou pour je ne sais quoi. C'est au sens de l'espèce d'accès de démesure ou l'accès d'irréflexion. Enfin, c'est donc une folie au sens des moralistes, c'est-à-dire au sens social ou caractériel, si vous voulez. Bon, bien. Donc, la folie dit aux hommes, vous les hommes, je sais ce que vous pensez de moi. Ouais, vous dites la folie, franchement, c'est méprisable, c'est nul. Mais vous avez tort, parce que, en fait, vous devriez au contraire me rendre un culte, parce que moi, la folie, c'est moi qui suis la cause de tout ce que vous avez de bon dans votre vie. Tout, depuis la naissance jusqu'à la mort, et tout le reste. Et vous devriez, au lieu de ça, m'élever des monuments et me rendre un culte, etc. Donc, elle attaque fort, la folie. Et en plus, c'est raconté au féminin. D'ailleurs, chez Jordi Savall, il fait réciter par une fille, Louise Moatti, qui fait ça en plus. Elle a du style. Bon, et franchement, c'est beaucoup plus drôle dit par une femme que par un homme. Bon. Bref, la folie, voilà son argumentaire. Et alors, qu'est-ce qui vient derrière? Bon, il vient quelque chose qui n'est pas très original. La folie, c'est-à-dire Erasme reprend vraiment les vieilles gamelles de la littérature satirique qu'on connaît depuis l'Antiquité, et au Moyen-Âge, il y en a eu beaucoup. C'est la description des hommes par leurs travers caractériels et sociaux. Alors, ça commence, d'abord, la naissance. Alors déjà, pour faire un enfant, vous savez bien, les parents, quand même, avant d'aller au lit faire l'enfant, il faut qu'il soit un petit peu dans un état de folie amoureuse. Et puis les petits-enfants, quand ils naissent, regardez à quoi ça ressemble un petit enfant, ça pense qu'à faire des bêtises, à s'amuser, c'est un peu un foufou, d'ailleurs on les appelle alors grands fous, etc. Et puis les jeunes, regardez les jeunes gens, quand ils sont amoureux, quand ils ont des coups de tête, quand ils sont dépressifs, quand ils sont ados, qui pensent à n'importe quoi, qui se font des cinémas pas possibles, ils sont vraiment comme des fous, personne ne va dire le contraire. Et puis regardez les vieux. Alors les vieux, évidemment, qui sont gâteux comme les petits-enfants, d'ailleurs ils s'entendent bien ensemble, en général, les vieux et les bébés. Et puis regardez les vieux qui ont les hommes qui ont dans la tête que d'épouser des jeunes filles qui, elles, ne pensent qu'à leur piquer le pognon. Et donc, est-ce qu'ils ne sont pas ridicules?
Évidemment que oui, tout ça, folie à droite, folie à gauche. Et les femmes qui se fardent pour séduire les hommes, et une fois que le maquillage est parti, le lendemain matin, et ben voilà. Il y en a pour tout le monde. Et si vous voulez, bon, alors quand je dis c'est pas très original, si vous voulez, c'est vraiment la typologie classique de toute la littérature. Regardez, La Nef des fous de Sébastien Brandt, c'est le même système. On prend toutes les catégories sociales. Il y a les fous musiciens, il y a les fous médecins, les fous juges. Bon, donc ça tourne, on s'amuse, c'est plaisant, c'est bien fait. Rien à dire. S'il n'y avait eu que ça, là encore, on aurait dit oui, il y a eu un satiriste assez inspiré qui s'appelait Erasme, mais je ne pense pas que ce serait allé aussi loin que c'est allé. Parce que voilà, Erasme, alors il vous balade par association. C'est pas fait comme un traité de morale. Hein. Il ne dit pas la folie amoureuse, puis la folie juridique, puis la folie médicale, puis la folie des profs. Et il y a même le chapitre sur la folie des gars qui veulent écrire des bouquins pour se faire mousser avec du grec partout. Franchement, pour qu'ils se prennent. Bon, non, c'est bien fait, c'est bien fait. C'est très fin. Alors, il vous balade comme ça. Donc on dit c'est mignon, c'est sympathique, c'est plaisant. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'il vous balade, mais pas vraiment n'importe où. Parce que, si vous voulez, il fait des cercles, et puis on se rend compte qu'il se rapproche, mine de rien. Parce que nous aussi, on se dit, ouais, d'accord, il y en a pour les médecins, pour les commerçants, pour les usuriers, pour les banquiers, pour tout ça, pour les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes. Les prêtres. Et alors viennent les moines. Alors les moines, il leur passe un savon épais, hein, et puis méchant. Là, il y a de la méchanceté. On sent qu'il a des comptes à régler. Les prêtres. Et les prêtres qui ont des concubines, qui piquent l'argent des pauvres et qui vendent des indulgences. On dit, ouais, là, on se dit, mais quand même, bon, voilà, ça va, ça reste. Ça, le coup sur les prêtres ou les moines, on le trouve dans d'autres littératures. Hein. Prenez le Chaucer, les contes de Canterbury. Alors là, on étrille les prêtres pour les mêmes raisons et tout. Donc, si vous voulez, ça reste la satire de l'époque, bien faite. Bon. Mais Erasme, voilà, le problème avec Erasme, c'est que lui, une fois qu'il a ferré un poisson, il lâche pas. Et toujours sur le ton de la rigolade, il y a les prêtres, il y a les moines, il y a les évêques, il y a les rois qui partent à la guerre, au lieu d'aller soi-disant faire la guerre aux Turcs et pour plumer pour tondre leur sujet au passage au lieu de faire la guerre, il ferait peut-être mieux de faire la guerre chez eux, à leur propre vice, etc. Il l'avait déjà dit, alors là ça commence à sentir un peu le roussi. Et puis il y a les théologiens. Et les théologiens qui viennent vous faire la leçon que comment vous vivez, que c'est mal, ça c'est le bien, ça c'est le mal, qui viennent vous censurer vos livres, qui vous non seulement censurent les livres, mais peuvent vous envoyer griller place de grève. Au nom de quoi? De leur connaissance des Saintes Écritures, alors que tout ça c'est une bande de gros ignares d'ânes battés qui savent ni un mot d'hébreu, ni un mot de grec, et à peine de latin. Alors nous on lit ça. C'est une des clés des bouquins qu'on a fait là. On lit ça 500 ans après. Alors si vous voulez, au XXIe siècle, on vous dit, ouais, les théologiens, bon, peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont très chrétiens et qui pensent que les théologiens, c'est très important. Bon, moi je ne dis pas. Moi j'étais enfant, j'étais très catholique, j'étais enfant de cœur et tout ça. On me disait les théologiens, je pensais que c'était sérieux. Mais, je veux dire, les théologiens font des déclarations, ça ne m'empêche pas de dormir, même ça ne m'a jamais empêché de dormir. Bon, je sais qu'il y en a qui m'énervent un peu, les déclarations des théologiens sur l'avortement, ou des trucs comme ça, mais je veux dire, enfin, il y a des pays où on ne rigole pas avec ça. Pays anciennes colonies espagnoles, Italie et tout. Bon. Mais en France, bon, on a eu quand même la Révolution. Donc, du coup, quand on lit l'éloge de la folie, on risque de perdre quand même la charge explosive. Or, elle est explosive. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas du tout ça. À l'époque, il y avait, dans l'Occident chrétien, de toute façon, c'était synonyme, l'Occident était chrétien, les pouvoirs laïques, les rois, les princes, etc., les villes, et le pouvoir religieux, qui se tenaient étroitement liés, l'un soutenait l'autre. On connaît la chanson, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis Constantin, cette affaire-là. Bon. Or, le pouvoir ecclésiastique, c'était une histoire extrêmement complexe. Hein. Il y avait la papauté, toute la hiérarchie qui allait du pape jusqu'au diacre de la paroisse du coin. Et il y avait les ordres religieux transversaux, bénédictins, les ordres prêcheurs, dominicains, franciscains, qui, eux,
naviguait internationalement, puisqu'il circulait, encore maintenant, d'un pays à l'autre. Il venait faire le prêche pendant la période de carême, etc., quand les curés étaient défaillants, c'est-à-dire pratiquement tout le temps. Et ces gens-là, alors voilà, c'était chez eux qu'on recrutait les principaux théologiens qui officiaient dans les très grandes universités, Paris, Cologne, Louvain, Salamanque, Oxford. Et ces gens-là tenaient les universités. D'ailleurs, les universités ont été créées pour ça. Alors, c'est très complexe comme affaire historiquement. Dans les grandes universités, elles étaient chapeautées par la faculté de théologie. Et dans les facultés de théologie, il y avait à peu près la moitié des postes qui revenaient aux ordres prêcheurs dominicains et franciscains. Donc, vous savez, on vous dit, ah oui, Thomas d'Aquin, Histoire de la philosophie, Thomas d'Aquin, Duns Scott, Guillaume d'Occam. On dit, ouais, c'est un peu rasoir, c'est le cas de le dire, Occam. Merci, pas mal, hein. Non, c'est un peu rasoir, la scolastique et tout, mais bon, on s'en fout un peu, la scolastique, on n'y comprend rien. Bon, c'est des histoires de couper les cheveux en quatre. Pas du tout. La scolastique, c'était un système extrêmement élaboré, puissamment élaboré, qui permettait aux théologiens de contrôler les contenus des enseignements. Mais les contenus, alors là, qui pouvaient dire, attention, tel professeur, ça sent l'hérétique. Là, c'est hérétique. Et puis, quand ils avaient décidé, Erasme en a fait les frais, assez souvent. Des amis à lui en ont fait les frais. Certains ont été brûlés à Paris ou ailleurs, sur décision de la faculté de théologie. Le roi pouvait essayer de s'interposer. François Ier l'a fait souvent, mais quand il était prisonnier quelque part, il ne pouvait pas. Les théologiens étaient des gens extrêmement dangereux, extrêmement puissants et dangereux. En plus, c'est eux qui tenaient l'Inquisition. Ça fait beaucoup, faculté de théologie, Inquisition. Erasme, d'ailleurs, il y a eu une histoire, lui-même était devenu théologien, mais pas à Paris, jamais il aurait pu, à Turin, enfin bon. On n'avait pas le droit d'enseigner le grec si on n'était pas théologien. Pourquoi? Parce que le grec, c'était une langue de l'écriture. Grec, hébreu, était interdite à la Sorbonne, à Louvain, et Erasme, lui, se battait pour introduire le grec et l'hébreu. Donc, en fait, il mettait le doigt vraiment au centre idéologique, mais là, c'était plus de la plaisanterie. Dans l'éloge de la folie, il ridiculise les théologiens avec une férocité. Bon, il avait du talent en plus, mais vraiment, c'est féroce. Le bouquin paraît. On a les lettres. Éclat de rire à travers l'Europe. C'est génial, c'est drôle et tout. Tout le monde rigole, presque tout le monde. Les théologiens, eux, ne rigolent pas. Erasme reçoit des lettres de bons amis à lui, théologiens de Louvain, qui lui disent « Écoute, mon cher, voilà, on a une lettre, et la réponse d'Erasme, Martin d'Orp, grand théologien de Louvain, qui lui dit « Mon cher, ils étaient amis, hein, je t'aime beaucoup, tu es un grand poète, c'est génial tout ce que tu as fait pour le grec et tout, bravo, bravo. Tu as fait les adages, c'est très bien. Tu as fait les nouvelles éditions des Pères de l'Église en restitué, franchement, bravo, l'Église te doit un grand remerciement. » Bon, mais j'ai trois choses à te dire. La première, c'est ça, bravo, on t'aime beaucoup, on t'admire. Deux, alors voilà, tu as publié un tout petit livre qui contient des horreurs sur les théologiens. Alors là, bon, moi, j'ai beaucoup d'humour, donc bien sûr, je trouve ça très drôle, mais tu sais que j'ai des collègues, ça ne les amuse pas. Bon, donc, si tu pouvais peut-être expurger, enfin bon, et à ce moment-là, on n'en parlerait plus, tout le monde resterait amis. Et puis, il y a une troisième chose. Le bruit court, alors c'est vrai que le bruit court, Erasme l'avait raconté à tout le monde, le bruit court que tu serais en train de travailler à une nouvelle traduction du Nouveau Testament. Erasme a appris le grec aussi pour ça, parce qu'il disait, tout le monde le savait à l'époque, au Moyen-Âge, tout le monde le savait, que l'édition de la Bible qui circulait dans l'Église catholique, la Vulgate en latin seul donc, était farcie d'erreurs partout, de contresens, parce que les copistes, même de bonne volonté, ne connaissaient pas un mot ni d'hébreu ni de grec, donc ils copiaient, et quand on copie le latin notamment, le latin, c'est vraiment particulièrement difficile à copier, on introduit des erreurs sans s'en rendre compte. Erreur sur erreur sur erreur sur erreur, tout le monde le savait. On a des textes du Moyen-Âge, des grands théologiens qui disent que ce n'est pas possible. Erasme dit, très bien, prenons le texte grec et faisons une nouvelle traduction. Alors, le bruit court, dit le copain théologien, que tu serais en train de... Alors là, mon cher, ça, tu ne devrais pas. C'est pas une menace. Non, non, bien sûr. Non, non, mais franchement, tu ne devrais pas.
1516, alors 1508, les adages, 1511, l'éloge de la folie, 1516, donc pas très longtemps après, à Bâle, chez Froben, pareil. Alors là, magnifique édition, frontispice et tout, le Nouveau Testament. Grec, latin sur 2 colonnes. Sans être très fort en latin, on compare avec la Vulgate. À chaque page, il y a des changements, des centaines de changements, et pas toujours dans des endroits neutres. Parce que là encore, maintenant, vous savez, dans les bouquins d'histoire, ouais, controverse de philologues, est-ce qu'il faut traduire comme ci, comme ça? Bon, on s'en fiche. On s'en fiche pas, parce que je vais vous donner 2 exemples. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les messes en latin. Moi, que j'étais enfant de chœur, je l'ai connu. Et c'est vrai que quand j'ai lu ça, je suis un peu tombé de ma chaise. Parce que de mon temps, c'était en latin, la messe. Il a changé le paternoster. Alors, il n'a rien changé de grave dans le paternoster. Vraiment, c'est une broutille. Qu'est-ce qu'il lui a pris de dire? Vous savez, paternoster, qui sincili, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout le monde, c'est la prière du soir, du matin, on la répète. Alors lui, il dit, Erasme dit, d'un ton patelin, sicut in cielo et in terra, franchement, c'est pas très élégant comme latin. Cicéron n'aurait jamais dit une chose comme ça. Il faudrait dire, beaucoup plus élégant, ce serait de dire, qu'est-ce qu'il dit donc? Fiat voluntas sua. Ah ben je l'ai oublié. Bon. Par contre, l'autre, je ne l'ai pas oublié. C'est le premier verset de l'évangile de Jean, le dernier évangile à la messe, qu'on dit à toutes les messes. Que tout le monde connaît aussi par cœur, puisqu'on le dit à toutes les messes. In principio erat verbum. Tous les enfants de chœur le savent. Et Erasme dit, ah non, in principio erat verbum, franchement, en grec, comment on dit? En grec, c'est enarchi en ologos. Et lui dit, mais non, même les pères de l'Église, dans un cas comme ça, ils traduisaient logos par sermo, et pas verbum. On va dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? On s'en fiche. Pourquoi il ne les laisse pas tranquilles? Manque de chance. Verbum, c'est la parole un peu surnaturelle. Sermo, c'est la parole de la conversation. On se parle au bistrot du coin, sermo. Voilà qu'Erasme dit, au commencement était la parole de la conversation. Sacrilège absolu. À peine le bouquin est paru, des curés montent en chaire et disent, il y a un salaud d'hérétique à Bâle qui dit que notre Bible est fausse. Et à l'époque, c'était bien ça. Et alors là, ça se déclenche. Guerre des nerfs. À Louvain, à Paris, les théologiens décident d'avoir la peau d'Erasme. Suprême incident, 1 an après, novembre 1517. Alors là, l'affaire est connue, parce qu'une principio erat verbum, ça, on n'en parle plus beaucoup de cette histoire-là. Voilà qu'un certain théologien de Wittenberg affiche l'annonce d'un débat sur la question des indulgences, en disant toute l'affaire des indulgences, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans les évangiles, donc il faut mettre en question tout le système romain. Quand on demande à Luther sur quoi tu t'appuies, sur Erasme, regardez la traduction de la Bible, du Nouveau Testament. Donc, il est de notoriété publique, immédiatement, que Erasme a ouvert la voie à Luther. Alors au début, c'est une discussion de théologiens. Vous savez très bien, au bout de 3-4 ans, Luther, excommunication. Alors, Luther, lui, était partisan de la guerre ouverte. Erasme, non, mais la guerre se déclenche. Entre parenthèses, si vous voulez, il y a un très bon livre qui a été écrit par Stefan Zweig sur la question Luther-Erasme. Le livre s'appelle Erasme, c'est un livre remarquable, en livre de poche, qui est très très bien documenté là-dessus. Bon, donc, Erasme, non seulement a introduit la littérature grecque païenne, il dit à qui veut l'entendre que les meilleurs auteurs, les auteurs les plus importants de l'Antiquité, c'est Homère et Lucien, des païens. Il traduit le Nouveau Testament. Depuis 1000 ans, ça n'avait jamais été fait. Donc, blasphème. Il ouvre la voie à Luther. Donc, alors, on s'entretue dans les hautes sphères à Rome. À Rome, on lui dit, mon cher, si tu veux t'en sortir, il faut que tu écrives contre Luther. Luther lui dit, soutiens-moi, écris contre Rome. Erasme refuse et finit par écrire contre Luther. Mais pas du tout sur la question des indulgences ou quoi que ce soit. Il a continué à dénoncer ça toute sa vie. Sur une affaire très particulière qui est la question de la prédestination. Luther, c'était un des piliers de sa doctrine
que l'homme ne peut pas faire son salut lui-même. C'est Dieu, enfin c'est très complexe comme affaire. Bon, ça vient de chez saint Augustin, Luther, Calvin, enfin dans toutes les confessions réformées, on croit à la prédestination. Erasme dit non, c'est pas vrai, l'homme peut faire son salut, l'homme peut s'améliorer, peut s'instruire, peut être pieux, etc. Donc ils rompt avec Luther. Luther se déchaîne contre lui, et à sa mort, Erasme est mort en 1536, et après sa mort, l'Église se déchaîne contre lui pour essayer de lutter contre la réforme. Ses œuvres sont mises à l'index de première classe, et donc ont disparu d'Europe depuis 500 ans. Voilà l'éloge de la folie, qui a été le brûlot lancé avant la traduction du Nouveau Testament, mais brûlot néanmoins. Pour en venir, alors, je vous ai expliqué l'éloge de la folie de l'époque. Alors, vous allez me dire, mais c'est curieux. Vous nous avez dit que c'est un tout petit bouquin de 50 pages qui tient dans la poche. Ça, c'est un gros bouquin. D'ailleurs, si vous voulez le regarder et vous le faire circuler, c'est un gros bouquin qui coûte son pesant d'euros. Et quel rapport? Alors, je vais vous le dire brièvement, parce que alors, l'éloge de la folie, il y en a eu beaucoup d'éditions. On en trouve en livre de poche, etc. Certaines sont assez bien faites, d'ailleurs, des traductions, Pierre de Nolac, etc. Diane de Cellier, éditrice. Alors, c'est comme ça le lien. Après avoir publié les adages, elle m'a contacté en me disant, éditrice qui fait des livres d'art. Très beaux livres, magnifiques, très chers. Le moins cher chez elle coûte 100 €, le plus cher coûte 1000 €. Bon, mais ils sont très beaux. Magnifiques impressions, œuvres d'art reproduites. Et elle me dit, ah, dites donc, les adages, c'est pas mal ce que vous avez fait et tout. Est-ce que vous accepteriez de diriger, de piloter cette édition de l'éloge de la folie? Il y avait déjà la traduction qu'elle avait choisie, qui est pas mal. Et elle avait, ça c'est le truc de Diane de Cellier, elle veut fournir au lecteur un corpus iconographique de première qualité. Elle est allée chercher dans des peintres, notamment d'Europe du Nord, de la Renaissance et d'après, tous ceux qui ont illustré des thèmes qui ont rapport avec le thème de la folie. En Europe du Nord, il y en a énormément. Depuis Bosch, Bruegel, Dürer, enfin Dürer pas tellement, mais Bosch, Bruegel, et puis des tas de peintres de la Renaissance qui illustrent, dans cette peinture de mœurs, vous savez, l'histoire, le vieux qui essaye d'épouser une jeune, enfin, toutes ces histoires-là. Bon. L'avare avec ses écus, bon. Mais surtout, Diane de Cellier avait eu, qui est très fine, éditrice, savait qu'il existait à Bâle un livre absolument incroyable, alors qui est un livre unique au sens propre du terme. Je vais essayer d'être court, je vais être court. À Bâle, il se trouve que Erasme, après avoir vécu en Angleterre, a vécu à Bâle. En 1515-1516, Erasme prépare la, je ne sais quelle, déjà 7e ou 8e édition de l'éloge de la folie chez Froben. Par le hasard des choses, il y avait à Bâle, au même moment, un humaniste qui s'appelait Myconius, ami d'Erasme, qui donnait des cours de latin et de littérature. Cet humaniste avait parmi ses élèves 2 jeunes gens. L'un avait 17 ans, il s'appelait Hans, l'autre avait environ 21 ans, il s'appelait Jérôme Holbein, fils d'un peintre déjà assez connu, eux en apprentissage. On ne sait pas comment, Myconius avait un exemplaire de l'éloge de la folie, en plus dans lesquels il y avait des grandes marges, parce que déjà le livre avait du succès. Ce livre a atterri entre les mains des deux jeunes Holbein. Et les 2 jeunes ont pris leurs plumes et ont fait des petites illustrations dans les marges. Il y en a environ 80, qui sont absolument magnifiques. Ils avaient un très bon coup de plume. Ils n'étaient pas connus à l'époque, ils étaient jeunes. Alors, Jérôme est mort quelques années après, mais Hans a fait la carrière que l'on sait, c'est devenu peintre de cour en Angleterre, sur la recommandation d'Erasme, etc. Bref, et il y a à Bâle, a été miraculeusement conservé 7 exemplaires avec ses dessins. Diane de Cellier a réussi à avoir les clichés, et elle les a mis dans le bouquin. En plus des illustrations de peinture de la Renaissance du Nord. Donc, on a un livre d'une richesse incroyable, qui contient le texte de l'éloge strictement dit, tout l'appareil de notes d'explication, parce qu'il en faut un paquet, c'est très complexe, tout l'appareil bibliographique, les illustrations peinture avec leurs propres commentaires, et les dessins Holbein avec leurs propres commentaires. Donc c'est un livre luxueux, extrêmement beau, très bien publié, qui a été publié en novembre dernier, qui a eu un succès immédiat, pour vous dire, elle en a tiré 4000 exemplaires, à Noël il n'y en avait plus. 4000 c'est beaucoup.
Et là, on est déjà à la 2e édition. Bon, donc, ça plaît énormément. Il faut dire, il est beau. Bon. Donc, voilà comment on est passé du tout petit au grand. Est-ce que vous avez des questions à poser? Tout d'un coup, je m'aperçois qu'on a presque passé l'heure.